Bien, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter Madame la Comtesse de Creully, professeur, éminent professeur au Havre, à l'Université du Havre Normandie, membre du CNU ou ex-membre du conseil d'administration, comme il se doit, mais aussi une immense spécialiste du roman gothique, et du gothique en général. C'est la raison pour laquelle elle n'en est pas à sa première apparition ici, puisque nous l'avons déjà vue 2 fois auparavant. Une fois où elle nous a parlé du marquis de Sade, sous toutes ses coutures, et une autre fois où elle nous a présenté les femmes des Lumières, voilà, toutes plus sulfureuses les unes que les autres, ce qui nous a valu 2h30 de plaisir. J'espère que ce sera plus court aujourd'hui. Voilà, bon, d'après les informations que j'ai, le PowerPoint est calibré pour 1 heure. Donc, voilà. Bien, Elisabeth a aussi commis un certain nombre d'ouvrages qui font autorité. Il y a notamment, il faut que je chausse mes lunettes, pardonnez-moi. Émilie, alors Sade ou la culbute révolutionnaire, ça c'était ta conférence. L'autre conférence s'appelait Femmes de lumière, maîtresse de l'ombre. Et ensuite les ouvrages, eh bien il s'agit de Spectre des Lumières, Introduction à la fiction gothique, et enfin Le Lierre et la chauve-souris, qui traite du roman gothique, mais c'est pas le dernier ouvrage, puisqu'il y en a un qui est plus qu'en gestation, qui est attendu pour parution, et qui s'appelle d'ores et déjà Émilie philosophe, le goût du plaisir à l'ombre des lumières. Pas mal, à l'ombre des lumières. Bon, ça a un nom stylistique, ça. Hein, bon, voilà. Donc je laisse la parole à Elisabeth pour 1 heure de bonheur. Hein. Merci René. Merci mon René d'amour, comme je l'appelle. C'est un homme extraordinaire qui a toujours l'humilité de ne pas se mettre en avant, parce que ce qu'il a omis de dire, c'est que depuis maintenant 2 ans, c'est la 3e année cette année, j'anime un séminaire transversal à l'Université du Havre Normandie, et René, depuis 3 ans, vient régulièrement nous enchanter en nous y parlant des papous et de tout ce que son extraordinaire culture dans ce domaine peut apporter à nos étudiants, à nos collègues, et pour ça je l'en remercie. Il revient encore nous voir début septembre, ça va encore être un bonheur et la salle va encore être pleine à craquer pour l'applaudir. Donc cette conférence que je fais ce soir, elle est dans la suite de celle que j'ai donnée au mois d'avril sur Femmes des Lumières, maîtresses de l'ombre au pluriel, et ici je vais me focaliser sur l'une d'entre elles, Émilie du Châtelet. Vous verrez d'ailleurs en conclusion pour quelles raisons particulièrement personnelle, je m'intéresse à cette femme extraordinaire, et je vais essayer de... Il est parti en plus le lâche, si j'arrive pas à remettre le micro. Voilà, c'est bon. C'est bon, enfin je sais pas. Vous me dites, on m'entend? Donc, au siècle des Lumières, le modèle est celui d'une société patriarcale caractérisée par la mise à l'écart, l'effacement social auquel la femme éternelle mineure est réduite, vouée par état au silence et à l'inaction, comme le déplore Madame de Merteuil. C'est un monde où l'usage veut que la femme se repose pour la conduite de son existence sur une autorité tutélaire. Je ne vais pas pouvoir tourner la tête parce que sinon le micro il me suit pas. Autorité tutélaire, père, frère, oncle, mari, et donc elle est exclue du monde économique et politique. Elle est reléguée dans la sphère du foyer, subordonnée à son rôle domestique. Et Madame du Châtelet, Émilie, constate que le bonheur des hommes est de très loin supérieur à celui des femmes pour ce qui est des occasions. Certaines femmes, bien évidemment, éprouvent le désir de quitter l'ombre, de sortir de l'invisibilité, se voulant maîtresses de leur choix et délivrées des tutelles traditionnelles.
Le désir d'importance que nourrissent certaines rebelles trouve à s'exprimer dans l'écriture, avec le roman gothique comme libertin qui, révolutionnaire, accorde la parole à celles qui sont condamnées au silence. Et il y a également des exemples de femmes qui se sont distinguées de leurs contemporaines. C'est le cas de Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, qui a utilisé pleinement la liberté qui est la marque de cette époque de bouillonnement scientifique, philosophique et révolutionnaire. Elle constitue une exception dans cette société qui ne reconnaît à la femme que des devoirs. Connue pour ses extravagances, pour ses aventures amoureuses, la marquise est révolutionnaire pour l'époque. Elle se veut libre sur le plan des mœurs et libre dans ses recherches. Elle a décidé de vivre autrement. Et ce qui la distingue des autres dames de son temps, c'est son implication et son application à poursuivre des recherches scientifiques. D'aucuns ont pu voir en Émilie principalement la muse de Voltaire, mais elle était bien davantage. Passionnée et passionnante, c'est une personnalité aux multiples facettes, contradictoire et entière, mais surtout si vivante. Et c'est cette femme que je vous propose de découvrir ce soir. Saluée en 1747 dans la décade d'Augsbourg, qui était le Wuzhou allemand de l'époque, comme l'un des savants les plus remarquables de son temps, Émilie du Châtelet, l'une des toutes premières femmes de science, a été reléguée après sa mort dans les ombres des Lumières, d'où elle n'a émergé que récemment. Brillante et passionnée, aimant autant le plaisir que l'étude, la divine Émilie fut l'objet de l'admiration et de l'hostilité de ses pairs, stupéfiés par l'audace de cette femme du XVIIIe qui pouvait aussi bien débattre avec les hommes des lois de la physique que briller dans les salons. Première femme à être publiée par l'Académie royale des sciences avec sa dissertation sur la nature du feu, elle consacre une grande partie de sa vie, de sa courte vie, à la traduction des Principia Mathematica d'Isaac Newton, accompagnée de son commentaire, ouvrage posthume publié en 1759, qui constitue jusqu'en 1985 la seule traduction définitive en langue française des Principia. Mathématicienne, physicienne, traductrice, la divine Émilie, adorant les parures, les rubans, les diamants, est la plus savante des femmes et la plus coquette des savantes. En 2006, on a célébré le tricentenaire de la naissance d'Émilie du Châtelet. Et les colloques, les expositions, les ouvrages divers qui ont accompagné cette célébration ont assis la réputation de cette femme comme la première grande intellectuelle française et ont reconnu son apport original à l'histoire des sciences. Jusqu'alors, si Émilie est connue, qu'elle soit admirée ou détestée, c'est en tant que compagne de Voltaire pendant 15 ans. Cette union d'amour, de travail, de complicité a fait de ces deux êtres un des couples légendaires de l'histoire. En outre, Émilie représente pour les historiens et pour les chercheurs un cas unique et passionnant. Épistolière, physicienne, mathématicienne, philosophe, aristocrate, femme, la marquise rassemble à ses divers titres des documents de toutes sortes, de la facture au traité de physique, du poème à la lettre de sollicitation, et elle fait l'objet de témoignages sincères et variés qui permettent de mieux cerner sa personnalité. Hommes, femmes, français, étrangers, domestiques, aristocrates, savants, philosophes, salonnières, laquais, fournissent d'elle des portraits croisés qui permettent, par leur diversité, de reconstituer le plus précisément possible un individu, avec ses joies, ses peines, un être fait de passion, de travail, d'exigence, d'obstination, de liberté et de coquetterie. Libre, intellectuelle, mondaine, elle a osé sortir de la condition féminine de son époque. Sa fin scandaleuse, prématurée et tragique, à 43 ans, entourée de son mari, de son compagnon Voltaire, de son amant Saint-Lambert, pimente encore une histoire hors du commun. Charles Collet, écrivain et chansonnier, écrira à propos de la mort de Madame du Châtelet, je cite, « Il faut espérer que c'est là le dernier air que Madame du Châtelet se donnera. Mourir en couche à son âge, c'est décidément prétendre ne rien faire comme les autres. » Donc, commençons par le commencement et voyons Émilie, petite fille.
Parlant de lui, Freud avait coutume de dire « Quand on a été l'enfant de prédilection de sa mère, on en garde pour la vie un sentiment conquérant et une assurance du succès. » Cette proposition s'applique également aux filles en substituant le père à la mère. Émilie a connu une enfance heureuse, fille d'un second mariage de Louis-Nicolas Le Tonnelier, baron de Breteuil, avec Gabrielle Anne de Froulet, et elle bénéficie d'une attention sans pareille de la part de ses parents. Son père a déjà 58 ans quand elle naît le 17 décembre 1706. Autrefois grand séducteur aux multiples aventures, il s'est assagi et il a pour sa petite fille, qui l'impressionne déjà par son intelligence, comme dit Elisabeth Badinter, toutes les faiblesses d'un grand-père et la tendresse d'un père. Et toute sa vie, Émilie va garder l'amour de la liberté, le mépris du qu'en dira-t-on, en suivant l'exemple de ce père libéral et aimant qui lui laisse la bride sur le cou. Comme le remarque Elisabeth Badinter, c'est une des femmes qui aura le moins ressenti les limites que le temps imposait à son sexe. Si sa mère est plus austère, vertueuse et rigide, on ne la voit jamais sourire que par condescendance ou tendresse, ses parents sont beaucoup plus attentifs que ne le sont habituellement les parents à cette époque. À l'encontre des usages, Émilie passe presque toute sa jeunesse sous le toit paternel, dans un bel hôtel particulier qui donne sur le jardin des Tuileries, le quartier élégant de Paris. Ses parents font élever leurs enfants à la maison, non pas au couvent pour les filles ou au collège pour les garçons. Et Émilie reçoit ainsi la même éducation que ses deux frères et, impressionnée par sa précocité, ses parents s'efforcent de lui donner la meilleure éducation. Latin, mathématiques, physique, grec, allemand, espagnol, clavecin, chant, danse, équitation, gymnastique, escrime. Elle bénéficie d'une éducation totalement atypique. Elle est élevée dans un environnement intellectuel, puisque très jeune, ses frères et elle ont le droit d'emprunter des livres dans la bibliothèque paternelle, et dès l'âge de 11 ou 12 ans, la petite fille est autorisée à rester au salon lorsque ses parents reçoivent. Le baron de Breteuil, son père, possède la charge d'introducteur des ambassadeurs de Louis XIV, ce qui le met souvent en rapport avec le roi. Et c'est une situation qui le place au cœur des activités de la cour et qui donne à Émilie une importante stature sociale lorsque elle fait son entrée dans le monde. Les Breteuil tiennent salon et tous les jours, ils reçoivent une vingtaine de visiteurs parmi les plus beaux esprits du temps, des écrivains, des poètes, des philosophes comme Fontenelle, Saint-Simon ou Voltaire. Voltaire est invité chez les Breteuil en 1716 et il garde d'Émilie le souvenir d'une fillette studieuse dont il admire l'étonnante éducation qui lui a été conférée. Il souligne en particulier son goût pour les langues. À 17 ans, Émilie lit Locke dans le texte anglais. Quand on sait ce que c'est que Locke, on ne peut que l'admirer. Et elle se passionne pour la philosophie anglaise. Plus originale, rarissime dans l'histoire de l'éducation des filles, on entretient chez elle le goût des mathématiques et de la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie, qui sont des matières à l'époque réservées au sexe masculin. Elle prend des leçons de mathématiques, pas que de mathématiques d'ailleurs, avec Maupertuis, et elle apprend la métaphysique cartésienne. Cette éducation orientera toutes ses futures recherches scientifiques. Quand elle a 16 ans, Émilie est présentée par son père à la cour à Versailles. Elle est émerveillée par les splendeurs et les extravagances de la vie de cour, elle les trouve très à son goût. Elle se damnerait pour une paire de mules couleur de rose, liseré argent, ou pour des frivolités, ces petits ouvrages de dentelle très élaborés et très jolis qui servent à orner les robes ou à confectionner des bijoux. Émilie adore les robes, les pompons, les bijoux, les fourrures aussi, comme l'atteste la facture que lui adresse Pro, marchand fourreur de Paris, pour la façon d'une robe polonaise sur pointe de queue de martre naturelle, d'une polonaise à parement d'hermine, d'un manchon de loup, d'un marchepied aussi en peau d'ours. Robe en taffetas, bas de soie, souliers de castor, frisure, poudre, eau de sultane, eau mystérieuse, pommade, berline, bijoux, table de jeu, etc. Les nombreuses factures à son nom témoignent qu'Émilie ne peut résister à toutes les tentations du siècle des Lumières qui est
Dieu sait, un siècle prolifique, réputé pour ses créations de bibelots, de meubles, de décorations, souvent d'inspiration orientale, s'opposant au sévère style classique de Louis XIV. Cette publicité du singe vert, ainsi que la facture, témoignent du goût pour l'orientalisme de l'époque et attestent qu'Émilie, aussi férue de jeux, y achète ses tables de jeu, ses jetons et ses jeux d'échecs. En 1725, à 19 ans, elle est mariée au marquis Florent-Claude du Châtelet de vieille noblesse d'épée Lorraine. Ce mariage arrangé, comme souvent à cette époque et dans cette société, s'avère peu gênant pour Émilie. Tout à sa carrière militaire, son mari ne la voit que rarement. Lui-même peu cultivé, s'intéressant uniquement à la chose militaire et à la guerre, il est ébloui par le savoir, par l'intelligence de sa jeune femme. Conscient des aptitudes intellectuelles de sa femme, connaissant ses propres limites en ce domaine, il lui laisse une liberté quasi illimitée, lui permettant de vivre selon ses désirs, y compris pour ce qui est de ses liaisons extra-conjugales. Dans le beau monde à l'époque, il est parfaitement admis que mari et femme prennent des amants et des maîtresses. Les hommes pouvaient avoir autant de maîtresses qu'ils le voulaient, mais il était convenable pour les femmes de n'avoir qu'un seul amant à la fois. Donc ils tombent d'accord pour vivre des vies séparées. Et Florent du Châtelet, mari tolérant, amical, guère encombrant et discret, la soutiendra toute sa vie et restera son ami fidèle. Donc, dans un premier temps, Émilie mène la vie classique des femmes de l'aristocratie. Mère de 2 enfants, garçon et une fille, elle remplit ses devoirs sans tendresse excessive, se réservant le rôle de mère abusive pour les hommes qu'elle aime. Elle suit son mari dans ses premiers postes de commandement, appuyant sa carrière par ses relations ministérielles, faisant antichambre chez les puissants pour quémander des faveurs. Coquette, mondaine accomplie, chantant et dansant à ravir, jouant et perdant aux cartes avec insouciance, Émilie mène la vie volage d'une dame noble sous la Régence, amusant dans les salons par son esprit vif. Elle anime les fêtes de la cour à Versailles, à Sceaux chez la duchesse du Maine ou à Lunéville. Toujours excessive, elle se couvre de fanfreluches, de diamants, de pierreries, elle abuse des fards et du maquillage. Et entre 20 et 28 ans, c'est l'époque où elle se partage entre les grossesses, l'initiation aux mathématiques et les plaisirs de la société qui se terminent à 3 heures du matin. Cette période d'extrême dissipation prend fin brutalement lorsqu'elle choisit au printemps 1735 de rejoindre à Cirey Voltaire, rencontré en 1733 chez la duchesse de Saint-Pierre. Voltaire doit quitter Paris précipitamment sous la pression policière et Émilie lui propose un refuge dans le vieux château délabré que possède son mari à Cirey-sur-Blaise dans le duché de Lorraine. En 1744 éclate une crise sentimentale car Voltaire la trompe avec l'actrice Mademoiselle Gossin, puis avec sa nièce Madame Denis. En 1746, Émilie quitte Versailles pour la cour de Stanislas Lesinski à Lunéville, le Versailles lorrain. Peu après son arrivée, elle s'éprend du jeune et beau chevalier de Saint-Lambert, poète à ses heures, de 10 ans son cadet, délaissant Voltaire, avec lequel elle restera toutefois liée d'amitié. Et elle meurt 3 ans plus tard, à la suite d'un accouchement à l'âge tardif de 43 ans, avec son mari, son compagnon et son amant, l'assistant jusqu'au bout. Même si à l'époque il est de bon ton pour les dames de qualité, sauf la reine, une fois qu'elles ont accompli leur devoir de donner un héritier à leur époux, de prendre des amants, assurément Émilie est non conventionnelle. Le roi Stanislas ordonne un enterrement fastueux, digne d'une princesse, dans l'église Saint-Jacques de Lunéville, où l'on peut toujours voir la dalle de marbre noir de son tombeau. Celle que Voltaire appelait Madame Pompon-Newton est une personnalité double, à la fois très féminine et virile. C'est une vraie scientifique, mais c'est aussi une femme légère, coquette, sensuelle, qui adore jouer la comédie, chanter des airs d'opéra. Le secret de cette réussite, sa clé du bonheur, Émilie nous la donne dans son discours sur le bonheur qui a été publié de façon posthume. Elle n'envisage la vie que sous les couleurs de la passion, de
toutes les passions. Et à cet égard, Dieu et la nature l'ont comblée puisqu'elle est dotée d'un tempérament de feu et qu'elle ne saurait se sentir exister sans sensation forte. Comme le dira fort justement d'elle l'abbé Raynal, le caractère de Madame du Châtelet était d'être extrême en tout. Elle a vécu jusqu'à l'excès ces trois grandes passions, le jeu, l'amour et l'étude. Elle aime les jeux à la folie, jeux de cartes, comme le pharaon, surtout quand on joue gros et qu'on risque d'y laisser sa chemise, ce qui lui est arrivé plus d'une fois. Que ce soit au jeu de la reine où elle a ses entrées, ou dans un tripot avec des inconnus, Émilie assouvit sa passion du jeu, le cœur battant, perdant toute notion de prudence ou de raison. Éprouvant une indicible jouissance, comme elle l'expose dans son traité sur le bonheur, où elle dit « Notre âme veut être remuée par l'espérance ou la crainte, le jeu nous met perpétuellement aux prises avec ces deux passions. » Moins risqué, mais du coup aussi bien sûr moins excitant, Émilie adore les jeux de la scène. Possédant un certain talent musical, elle s'initie au clavecin, au chant lyrique, à l'opéra, à la danse, et elle pratique le théâtre en amateur. C'est une remarquable actrice qui a joué de nombreuses pièces de Voltaire sur la scène du théâtre de Cirey. Elle a aussi triomphé dans le rôle d'Issée à la cour de Lunéville, alors qu'elle était pourtant enceinte jusqu'aux dents, ou jusqu'aux yeux, enfin je ne sais pas jusqu'où, mais enfin bref. Elle sait à merveille se mettre dans la peau de ses personnages. Sur scène, elle est capable de tout, y compris de faire rire d'elle. Lors d'une représentation chez la duchesse du Maine, Madame de Staël de Launay, qui pourtant la déteste, est bien obligée de constater que Mademoiselle de la Cochonnière, on voit qu'elle la porte pas vraiment dans son cœur, Mademoiselle de la Cochonnière a parfaitement exécuté l'extravagance de son rôle. Donc, excellente comédienne, chantant l'opéra comme un ange, elle pratique ces jeux-là avec le même excès que tout le reste. Les malheureux invités de Cirey, contraints de suivre le rythme effréné de leur hôtesse, en savent quelque chose. Et Madame de Graffigny, qui était invitée à Cirey, épuisée, note dans les 24 heures, nous avons tant répété que joué 33 actes, tant tragédie, opéra que comédie. N'oublions pas que le théâtre est la distraction principale du XVIIIe, distraction qui gagne toutes les classes de la société. Mais si Émilie nourrit une passion immodérée pour la scène, c'est sans doute aussi par narcissisme, car elle aime être vue et admirée. Mais rien ne vaut l'amour, la seule grande passion qui puisse nous faire désirer de vivre, dit-elle, et nous engager à remercier l'auteur de la nature de nous avoir donné l'existence. L'amour, c'est-à-dire ce goût mutuel de deux âmes également sensibles au bonheur et au plaisir. Pour elle, le plaisir des corps revêt une importance que lui refusent la plupart des moralistes. Émilie appartient à la race des insatiables. Pour elle, pas de cette satiété de la jouissance, de l'indolence et de la tiédeur qui naissent de la facilité. On lui connaît 6 amants. Alors, on a peut-être eu plus, mais on en connaît 6. D'abord, une passade avec son chargé d'affaires à Bruxelles, des amours avec le duc de Richelieu, comme un nombre important de dames de l'époque, et avec Maupertuis, et 3 passions dévastatrices, la première, la dernière et Voltaire. Une anecdote savoureuse rassemble 2 de ces passions, les bijoux et l'amour, puisque elle possède une bague en cornaline dont le chaton dissimule le portrait de son amoureux en cour. Lorsqu'elle meurt à Lunéville en accouchant de la fille de son dernier amant Saint-Lambert, Voltaire, son compagnon depuis 15 ans, cherche à récupérer cette bague compromettante, mais il est devancé par la favorite en titre de Stanislas, Madame de Boufflers, qui est aussi une amie d'Émilie. Et lorsqu'on ouvre le chaton de la bague, surprise, surprise, ce n'est pas le portrait de Monsieur de Voltaire qui apparaît, mais celui de Saint-Lambert. Et Voltaire prend la chose avec philosophie. Ah, voilà bien les femmes. J'en avais ôté Richelieu, Saint-Lambert m'en a expulsé. Un clou chasse l'autre. Ainsi vont les choses de ce monde. La vie amoureuse d'Émilie commence par un drame et elle s'achève sur une tragédie. En 1728, délaissée par son premier amant, elle fait une tentative de suicide. En 1749, enceinte de son dernier amant, elle meurt des suites de ses couches.
Son premier amant, le numéro 1, le comte de Guébriant, Don Juan assez médiocre, élégant, bon danseur, beau parleur, c'est un breton. Elle a 21 ans, elle en tombe éperdument amoureuse sans être payée de retour. Au désespoir, elle exige une dernière entrevue, il accepte pour lui annoncer son intention de rompre. Au moment où il va partir, elle lui demande de lui passer un bol de bouillon, elle le boit d'un trait devant lui, puis elle lui remet une lettre à n'ouvrir que dans la rue, ce qu'il fait quelques instants plus tard, et quand il lit « Je meurs empoisonné de votre main », il n'a que le temps de donner l'alarme. Alors évidemment, cette histoire fait le tour des salons, mais la jeune marquise a vraiment voulu mourir d'amour. Et 20 ans plus tard, elle affirme, dans son traité sur le bonheur, qu'une première passion emporte tellement hors de soi une âme de cette trempe qu'elle est inaccessible à toute réflexion et à toute idée modérée. Et pourtant, à 41 ans, elle oublie cette sage réflexion et elle se comporte exactement de la même manière comme la jeune femme de 21 ans dans sa dernière aventure amoureuse. Sa passion pour le jeune Saint-Lambert ressemble en tout point à la première. Saint-Lambert n'est guère plus épris que Guébriant, et la passion dévorante de cette femme impétueuse et exigeante qui l'accable de ses attentions, de ses lettres, de ses reproches, de son adoration, l'ennuie au plus haut point. Lui n'aura pas la peine de rompre puisqu'elle meurt des œuvres de cet amant maladroit. Une fois de plus, on se gausse dans les salons. Il faut reconnaître que, animée d'une énergie et d'une volonté peu commune, excessive, dotée d'un tempérament volcanique, Émilie n'est pas femme facilement satisfaite. Elle aime jouir de tous les plaisirs, elle n'est jamais lassée, jamais rassasiée. Passionnée, entière, insatiable, quand elle aime un homme, elle ne s'embarrasse pas de pudeur ou d'orgueil, et elle s'affiche, se moquant du qu'en dira-t-on. En particulier lors de ses amours tumultueuses avec Maupertuis, elle va jusqu'à se déguiser pour l'espionner, ce qui attire l'attention des indicateurs de police. J'ai mis en bleu, mais je ne sais pas si ça apparaît bien sur l'écran. Elle s'est liée donc avec un géomètre, monsieur de Maupertuis, et la curiosité ou la jalousie la détermina à aller surprendre dans cette maison. Son équipage la conduisit jusque sur le boulevard où elle se travestit et monta à cheval. De là, elle se rendit à la maison en question, toujours galopant. Elle y fut reconnue et invitée à y partager le plaisir. Et à minuit, elle se souvint que son carrosse et ses gens l'attendaient. Il était question de les aller rejoindre. Elle le fit comme elle était venue, c'est-à-dire n'ayant d'autre compagnie que celle de son cheval. Donc, elle pourchasse Maupertuis, elle se fâche, elle supplie et elle finit par lasser les patiences et faire fuir celui qu'elle veut retenir. C'est une personnalité qui ne laisse pas indifférent, Émilie. Les témoignages sont contrastés. Selon qu'on l'aime ou qu'on la déteste, il la représente belle ou disgracieuse. Voltaire, amoureux fou de sa divine Émilie, donne d'elle un portrait fort peu objectif, mais révélateur des multiples talents de la marquise. Guère plus fiable, les témoignages des ennemis de Madame du Châtelet, comme sa cousine, la marquise de Créqui, qui décrit la gauche Émilie comme un colosse en toute proportion, ou Madame du Deffand, célèbre salonnière, encore plus venimeuse, dont les propos médisants traduisent bien la haine que suscite l'instruction et l'attitude libre d'Émilie du Châtelet. Grande et sèche, sans cul, sans hanche, poitrine étroite, deux petits tétons, des gros bras, des grosses jambes, deux petits yeux vert de mer, les dents extrêmement gâtées, frisure, pompons, pierreries à profusion, nez sans talent, sans mémoire, sans goût, sans imagination. Elle s'est fait géomètre pour paraître au-dessus des autres femmes. Bon, comptez sur vos amis pour vous rhabiller, hein. Donc, comme souvent, il y a lieu de modérer ses commentaires et la vérité se situe probablement entre les deux. Et d'ailleurs, des témoignages plus mesurés émanant de femmes qui ne nourrissaient aucun grief contre Émilie ou qui n'avaient pas de raison particulière de la flatter, la montre comme agréable, plutôt jolie, comme Madame Denis en 1738, Émilie a alors 32 ans, qui la décrit comme d'une figure aimable et fort jolie, ou Françoise de Graffigny, une lointaine cousine, qui en brosse aussi un portrait agréable. En tout cas, à l'inverse de ses ennemis, Émilie a une qualité que Voltaire apprécie en elle, elle ne médit pas des gens derrière leur dos.
Son attitude envers les subalternes ou les sans fortune est celle de l'aristocrate. Elle appartient à la classe des privilégiés. La conscience de l'appartenance à l'élite de la société favorise chez elle et chez ses contemporains aristocrates un sentiment de supériorité et de distance par rapport aux autres. Par la charge de son père, souvenez-vous, introducteur des ambassadeurs à Versailles, Émilie est membre de l'aristocratie au pouvoir. Et par son mariage dans une très ancienne famille de Lorraine, elle obtient le titre de marquise et un tabouret à la cour. Elle a ses entrées à la cour, elle fréquente le cercle de la reine et la cour de Stanislas Leczinski. Elle a le sens des hiérarchies et elle ne se comporte pas du tout de la même façon avec ses pairs et avec ses inférieurs. Hauteur, condescendance, voire mépris et humiliation, c'est ce qu'elle réserve à ceux qui n'ont pas la chance d'être aussi fortunés qu'elle. Sa cousine, Françoise de Graffigny, d'une famille noble mais désargentée, en fait l'expérience. Et Émilie l'insulte et l'humilie, lui faisant une scène d'une rare violence, au point que Voltaire est obligé de la retenir, de peur qu'elle n'en vienne à la frapper. Tyrannique, Émilie est finalement aussi exigeante avec les autres qu'avec elle-même. Comme tous les gens de sa classe, elle ne considère pas les domestiques comme des hommes à part entière, et son valet, Longchamp, est choquée de son impudeur, car elle n'hésite pas à se déshabiller devant lui pour prendre un bain ou pour changer de linge, comme s'il n'existait pas. Mais pour elle, comme pour tous les gens de sa classe à l'époque, un laquais n'a pas de sexe, il n'existe pas en tant qu'homme. Plus masculine que féminine, elle apparaît à Voltaire comme un être androgyne, féminine en apparence, virile par son caractère et son énergie. Émilie, selon le mot de Voltaire, est un grand homme qui n'avait le défaut que d'être femme. Son éducation a probablement renforcé son caractère plus viril que féminin. C'est une pure intellectuelle, rigoureuse, méthodique, dont Voltaire souligne la fermeté de l'esprit. Esprit qui avait acquis encore de la force et de la maturité par ce travail même. Force, fermeté, trempe vigoureuse, voilà des vertus reconnues généralement comme étant plus masculines que féminines. Extraordinaire puissance de travail aussi, qui ne laisse pas d'étonner Madame de Graffigny lors de son séjour à Cirey. Elle s'émerveille de la facilité et de la rapidité avec lesquelles Émilie traduit. Voltaire lui-même est ébloui par la machine intellectuelle d'Émilie, qui n'en revient pas, dit-il, de la facilité avec laquelle elle lit les essais de Pope on Man. Sans doute par compensation, peut-être par manque d'assurance sur sa féminité, Émilie abuse du maquillage et des fanfreluches, on s'engosse dans les salons, et Voltaire la surnomme affectueusement Madame Pompon Newton, indiquant par là qu'elle incarne une parfaite union des contraires, intensément féminine par son goût immodéré de la parure, éminemment virile par sa passion pour la physique et la géométrie. Nature presque bipolaire, sérieuse voire austère et en même temps badine et frivole. Elle alterne le jeu et l'étude. Mariée à 19 ans, elle continue de jouir d'une très grande liberté, elle a jusqu'à sa mort de nombreux amants. Elle s'adonne à sa passion du jeu, à sa vie tourbillonnante et dissipée, et elle traduit Newton, et c'est ce qui ne laisse pas d'étonner Voltaire, elle se livrait au plus grand monde comme à l'étude. Faisant fi des convenances et des normes de la féminité de son époque et de sa classe sociale, Émilie entreprend d'investir le domaine masculin de la science. L'exceptionnelle liberté de son éducation a développé sa curiosité, son esprit d'indépendance, son non-conformisme, qui sont des qualités utiles dans son activité scientifique. Par son impressionnante correspondance avec les plus illustres mathématiciens du temps, elle peut discuter de questions scientifiques et mener des expériences qu'elle ne saurait conduire seule. Elle possède aussi de bonnes connaissances linguistiques, outre sa remarquable maîtrise du latin, elle parle et écrit couramment anglais, allemand et espagnol. Même si l'on excuse les exagérations de Voltaire qui allait jusqu'à dire qu'Émilie avait appris l'anglais en 2 semaines, il est manifeste qu'elle a un véritable don pour les langues et qu'elle éprouve un grand plaisir à parler et à écrire les langues qu'elle
a apprises. Outre sa traduction de Newton, elle a produit au moins 3 autres traductions, ainsi que divers essais scientifiques et philosophiques. Or, la science, comme le dit Elisabeth Badinter, est à l'époque un lieu misogyne du savoir. Toute sa vie, Émilie va être en butte aux railleries, voire à l'hostilité des hommes comme des femmes envers les femmes de science. La seule activité intellectuelle qui leur était concédée, c'était la littérature. Et s'aventurer dans le domaine de la raison et de la science passait pour une prétention ridicule et insupportable, voire pour une menace. Or, par son éducation non conventionnelle qui encourage l'audace, et le mépris des préjugés. Et grâce à ses immenses capacités intellectuelles, Émilie se trouve encore stimulée par semblable opposition. Elle entend bien jouer un rôle actif dans la bataille pour l'importation du système newtonien qui fait rage dans les années 1730. Newton, figure emblématique des sciences, porte-drapeau du contrôle de la théorie par l'expérience, de l'induction à partir des phénomènes. Newton, donc, est considéré comme l'un des plus grands scientifiques de tous les temps. Pour Stephen Hawking, seul Einstein est la seule figure dont la stature puisse être comparée à celle de Newton. Et il publie en 1687 son œuvre majeure, les Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, en latin, qui constitue pour Stephen Hawking probablement l'œuvre originale la plus importante jamais publiée dans le domaine des sciences physiques. En réaction aux disciples de Descartes, les newtoniens défendent observation et expérience comme fondement de la méthode scientifique. Les scientifiques français commencent à véritablement s'intéresser aux idées de Newton dans les années 1730. En premier lieu, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, le maître d'Émilie du Châtelet, élu très jeune à l'Académie des sciences, qui est donc le premier académicien newtonien. Position très peu confortable en 1730, car cette noble institution se veut obstinément cartésienne. Donc on assiste à une véritable guerre de religion entre deux camps irréconciliables qui s'affrontent, comme s'en plaint Émilie à Maupertuis. « Nous sommes des hérétiques en philosophie », lui écrit-elle. Proche de Maupertuis et de Voltaire, la jeune femme est au cœur des débats sur la théorie de la gravitation, débats nourris par les écrits de Maupertuis et de Voltaire, notamment par l'ouvrage qu'il publie en 1738, Éléments de la philosophie de Newton. Tous les newtoniens d'Europe font le voyage de Cirey. Émilie se passionne pour le débat, seule femme à pouvoir y intervenir, seule femme à investir le terrain de la science. Maupertuis découvre la théorie de la gravitation de Newton en 1728 lors d'un séjour en Angleterre et il s'emploie à imposer à la France la nouvelle théorie. C'est en 1734 qu'Émilie commence ses leçons de mathématiques avec lui. En 1737, elle concourt pour le prix de l'Académie des sciences sur le sujet de la nature du feu et de sa propagation. Voltaire a décidé de présenter un mémoire et Émilie, qui est en désaccord complet avec lui sur le sujet, envoie en secret un mémoire en contradiction totale avec celui de son amant. Ni l'un ni l'autre n'obtiennent le prix, c'est Euler qui l'a obtenu. Ils ont l'honneur de l'imprimature. C'est un privilège sans précédent pour une femme. C'est la première fois que l'Académie des sciences publie le texte d'une femme et ce privilège donne à Émilie une place inédite au sein de la communauté scientifique française. Cette première publication lui ouvre les portes du monde scientifique. À l'époque, les femmes n'ont accès à l'Académie des sciences que dans le public. De la même façon, le café Grado, qui est non loin de l'Académie, il était situé quai des Écoles, qui était un café fréquenté par les scientifiques, les philosophes, les mathématiciens, où se tiennent des réunions informelles, ce café est lui aussi interdit aux femmes. Qu'à cela ne tienne, Émilie se déguise en homme pour prendre part aux conversations de ses amis. Elle entre dans le café, elle va s'asseoir à la table des mathématiciens à côté de Maupertuis, son ancien professeur et son amant, son ancien amant, bref. Maupertuis et ses amis l'acclament, l'applaudissent et commandent pour elle une tasse de café, qui est la dernière mode qui fait fureur. Les propriétaires du café Grado, peu désireux de perdre leur clientèle, font semblant de ne pas remarquer qu'ils servent une femme. Voilà comment Émilie est devenue une habituée du café Grado, où elle est revenue tous les mercredis, toujours habillée
en homme. Donc, elle écrit ensuite ses institutions de physique en 1740, traité dédié à son fils, dont le premier chapitre reste encore aujourd'hui une des plus nettes expositions de la doctrine de Leibniz en français. Livre qui est accueilli favorablement par la critique, 2 comptes rendus élogieux paraissent dans le journal des savants, et en 1742, ce livre fait l'objet d'une 2e édition et d'une traduction en allemand et en italien. Dans la préface, elle réhabilite l'éducation scientifique en insistant sur sa valeur formatrice et sur le plaisir qu'elle procure, et en expliquant pourquoi elle doit se situer dès l'enfance. Affirmant son indépendance d'esprit, sa liberté de recherche, elle pense pouvoir écrire une synthèse entre les systèmes de Descartes, Leibniz et Newton, en se plaçant au-dessus des querelles. En 1746, elle est élue et inscrite sur le registre des membres de l'Académie de la ville de Bologne, la seule d'Europe ouverte aux femmes. Elle est aussi classée par la Décade d'Augsbourg parmi les 10 savants les plus célèbres de l'époque. Et en 1745, elle entreprend la traduction en français des Principia avec ses propres commentaires. L'œuvre paraît en 2 volumes, avec approbation et privilège du roi. Le premier volume renferme la traduction elle-même, établie d'après l'édition latine. Le 2e consiste en une présentation plus accessible de la théorie de l'attraction, suivie d'un commentaire plus savant. Et jusqu'à la parution en 1985 de la traduction d'une traduction nouvelle, le texte d'Émilie constitue la seule traduction définitive en français des Principia. La marquise met à profit son goût dominant pour les mathématiques et pour la métaphysique que, selon Voltaire, elle montrait déjà très jeune pour pouvoir participer aux grands débats scientifiques et philosophiques de son époque. Traduire les œuvres de Newton au siècle des Lumières s'avère nécessaire parce que ça participe de ce que l'on appelle la translatio studii, c'est-à-dire la transmission des savoirs, ce qui assure la diffusion, l'échange, le partage des connaissances. C'est un transfert qui suppose aussi l'adaptation, la traduction des savoirs. Déjà au siècle des Lumières, on prend conscience que la communication n'est plus pensable à l'échelle d'une seule langue et qu'il est nécessaire de lui adjoindre plurilinguisme et traduction. Émilie se veut médiatrice entre les grands savants et les hommes de culture à travers ses traductions. Son intention, c'est de rendre accessibles au plus grand nombre les travaux scientifiques qu'elle considère comme majeurs. Son but, dit-elle, est de transmettre d'un pays à un autre les découvertes et les pensées des grands hommes. Elle entend combler ce qu'elle estime être une lacune honteuse, à savoir le fait que nous n'avons point de physique complète en notre langue. Sa longue liaison avec Voltaire n'est sans doute pas étrangère à ce souhait, car le philosophe contribue résolument au regain d'intérêt en France pour les échanges culturels et scientifiques. Les traducteurs de Newton au XVIIIe, outre interpréter les textes du génie anglais, doivent aussi expliciter des théories et des concepts nouveaux et inédits qui sont encore controversés à l'époque, donc ils doivent former le lecteur débutant, se faisant tour à tour glosateur, commentateur, rédacteur, illustrateur et vulgarisateur. Par le développement de la correspondance scientifique et l'expansion des voyages, les échanges entre les membres de la République des Lettres s'intensifient, se font plus nombreux, plus riches, se jouant des frontières. Des échanges intellectuels, scientifiques, littéraires, artistiques se tissent à travers l'espace européen. Or, ces échanges ne s'effectuent plus en latin, ce qui suppose l'apprentissage des langues vernaculaires ou le recours à la traduction. On note au XVIIIe un recul, un déclin radical du latin comme langue commune de la science. Le siècle des Lumières préconise l'emploi de la langue vernaculaire qui favorise une diffusion plus large du savoir, à la différence du latin qui est une langue confidentielle pratiquée par une élite. L'époque est au partage des connaissances et des savoirs avec le plus grand nombre, et cette volonté va donc à l'encontre de la possibilité d'une langue scientifique universelle. Et l'idée de Leibniz d'une langue philosophique universelle est combattue notamment par Friedrich Schleiermacher, qui insiste sur la conservation des particularités. Dans l'Europe des Lumières, où les idées circulent, la traduction joue donc un rôle essentiel. Pour assurer la diffusion des textes étrangers, la règle absolue, à l'époque, c'est ménager le lecteur.
Quand en 1745, Émilie entreprend la traduction des Principia en français à partir du texte en latin, elle fait œuvre d'utilité publique, comme l'écrit Voltaire dans la préface historique. Par ailleurs, le latin manque de termes pour expliciter des nouvelles vérités mathématiques et physiques. Et donc, essayer de cerner les spécificités de l'autre, parvenir à faire passer le message d'un idiome à l'autre, c'est là la responsabilité du traducteur. La traduction d'Émilie est un exemple de la pratique sociale de la science et de la contribution de la traduction à l'élargissement de l'espace public. Car le savoir n'avance pas seulement avec les grands découvreurs, les passeurs appartiennent pleinement à la science de leur époque. Les ouvrages de Newton ne sont pas connus en France. Il s'agit de donner les moyens de comprendre les enjeux de cette pensée qui va avoir un impact très fort dans la pensée physique et mathématique au XVIIIe et au XIXe. Les scientifiques français commencent à s'intéresser aux idées de Newton dans les années 1730. Voltaire, lui, découvre Newton lors de son séjour en Angleterre entre 1727 et 1729. Il est en exil à Londres, il assiste aux obsèques de Newton et ébloui par l'ampleur des funérailles du savant, par sa reconnaissance officielle, il n'a de cesse de connaître son œuvre. Les Principia, c'est dans la traduction anglaise qu'il les lit. 3 des lettres philosophiques ou lettres anglaises de Voltaire traitent de Newton. De retour à Paris, il cherche à rencontrer des newtoniens, il n'y en a pas beaucoup, même si la mode intellectuelle est aux sciences dans les salons. Menacé d'arrestation après la condamnation au bûcher par le Parlement de ses lettres anglaises ou ses lettres philosophiques, il doit se cacher à Cirey chez Émilie, avec qui il étudie les œuvres de Newton. Émilie se passionne pour l'attraction et Maupertuis, qui est revenu d'Angleterre fervent newtonien, accepte de faire travailler Voltaire et de corriger son manuscrit. Grâce à Voltaire, les travaux de Newton, récusés par la science officielle, sont enfin à la portée du grand public. À Cirey, Voltaire fréquente le père Jacquier, qui publie des commentaires sur la philosophie de Newton. Émilie, de son côté, corrige les épreuves de la seconde édition de l'ouvrage d'Algarotti, ouvrage de vulgarisation pour les dames qui connaît un grand succès. Émilie est donc familière de l'œuvre de Newton depuis des années quand elle entreprend sa traduction sur l'incitation de Voltaire. C'est une œuvre gigantesque qui l'occupe pendant les 5 dernières années de sa vie et dont elle fait déposer le manuscrit à la Bibliothèque royale la veille de son décès. L'œuvre publiée contient donc l'avertissement de l'éditeur, la préface historique, la traduction et sa contribution personnelle qui occupe près d'un tiers des 2 volumes. Émilie inclut dans son texte des références à des ouvrages scientifiques ainsi que des mises à jour. Sa maîtrise remarquable du latin, ajoutée à sa connaissance de la physique de Newton, sont des atouts indéniables pour assurer la fidélité et la clarté de sa traduction. En fait, elle est allée beaucoup plus loin, bien au-delà d'une traduction fidèle et claire, car son érudition, sa compréhension en profondeur des concepts lui ont permis, dans la partie de l'ouvrage qui suit la traduction, d'apporter une contribution personnelle originale et remarquable de modernité. Dans la deuxième partie, elle utilise des démonstrations rigoureuses de calcul intégral inspirées par les méthodes de Leibniz. La notation différentielle est introduite par ce mathématicien et philosophe allemand, et si Newton, bien sûr, reste le savant génial qui opère la synthèse des découvertes de Tycho Brahe, Copernic, Galilée et autres Kepler, Leibniz, autant philosophe et linguiste que mathématicien, propose un système de notation mathématique pour le tout nouveau calcul différentiel et intégral. Et c'est ce système qui est adopté par les savants, de préférence aux notations de Newton qui sont moins pratiques. Donc là où Newton utilise les figures géométriques euclidiennes, Émilie pose des formules analytiques. Dans la première partie de son ouvrage, elle adopte le ton de la vulgarisation scientifique. Elle renvoie les définitions techniques et les explications un petit peu compliquées en notes infrapaginales. Par exemple, elle introduit la définition de l'ellipse à partir du tracé des ovales par les jardiniers. Donc, il est clair que cette partie s'adresse à des lecteurs instruits,
mais qui ne sont pas spécialistes de mathématiques ou de physique. C'est d'ailleurs ce que promet l'avertissement de l'éditeur qui confirme que la traduction de la Marquise est plus compréhensible que l'original de Newton et que la traduction anglaise d'Andrew Mott publiée en 1729. L'éditeur, tout comme Voltaire dans la préface historique, confirme qu'elle a modifié certaines parties. Voltaire mentionne qu'elle a fait davantage que traduire, elle a éclairci l'ouvrage. Et Cohen, auteur d'une nouvelle traduction anglaise en 1999, avoue avoir régulièrement consulté la traduction d'Émilie pour obtenir une meilleure compréhension de passages difficiles. L'objectif principal d'Émilie, c'est de faciliter la compréhension de l'ouvrage. Elle avance prudemment, probablement parce que elle ne désire pas offenser les cartésiens en France. Et sa traduction veut rendre les Principia accessibles à un large public. La manière dont elle traduit reflète sa volonté d'éclaircir le contenu, puisqu'elle spécifie certains phénomènes abordés par Newton, elle insère des mots de liaison pour mieux les expliquer, et son style est bien plus élégant, comme le signale Voltaire dans la préface historique, que le latin obscur de Newton. Le manuscrit de la traduction des Principia, d'ailleurs, qui est conservé à la BNF, est révélateur du sérieux du travail d'Émilie. Les questions, les annotations de sa main en marge, quand elle dit « j'aime pas ce mot, ça c'est du mauvais français », indiquent l'exigence de la traductrice qui peaufine, qui polit sa traduction, qui s'efforce de polir la traduction pour mettre Newton dans un bon français. L'ajout d'un commentaire atteste sa volonté de vérifier les théories et d'éclaircir l'ouvrage. Donc, elle pratique ce qu'on appelle la traduction-amélioration, prônée par d'Alembert et bon nombre de traducteurs de l'époque. À l'époque, ce qui prévaut, c'est une pratique ultra-cibliste, c'est-à-dire qu'il faut naturaliser le texte source. Le mode de traduire en vogue à l'époque de l'abbé Desfontaines est parfaitement en rapport avec la position hégémonique de la culture française de l'époque. Pour assurer la diffusion du texte étranger, une traduction doit prendre en compte le goût du pays, ses mœurs, son histoire, la différence des goûts nationaux. Le traducteur rend service à son auteur en accommodant l'ouvrage étranger à la mode française. Plaire au lecteur, perfectionner son auteur en même temps, c'est le souci du traducteur à l'époque. Clarté, modernité, volonté de se mettre au service de la diffusion de la connaissance scientifique, ces qualités-là, Émilie assurément les possède. Parlant de la traduction par Émilie des Principia, Claudine Herman souligne ses qualités de clarté et de synthèse et elle loue sa modernité car elle est proche des présentations actuellement en vigueur, dit-elle, dans les classes des lycées. Donc, traduire Newton au siècle des Lumières participe d'une stratégie de diffusion des idées du savant anglais, certes, mais aussi d'une stratégie de conquête du public français dans un pays où la science officielle, adepte de Descartes et de Leibniz, récuse les travaux de Newton. Voltaire, Buffon, Émilie militent pour l'observation et l'expérience contre la science cartésienne et ils contribuent à la diffusion de la théorie newtonienne en France. Les traductions en français des ouvrages de Newton sont le signe manifeste que la pratique de la science s'étend à un plus large public et que se forme un lectorat nouveau, différent de celui nécessairement restreint des ouvrages savants en langue latine. Le travail scientifique s'ouvre à de nouvelles catégories sociales. Par ses talents de communicateur, par son écriture en français, Émilie révèle Newton à l'Europe. Maillon clé de la diffusion de la pensée de Newton, elle traduit les Principia pour « être utile aux Français », écrit-elle. De fait, cette traduction ne peut être que l'ouvrage d'un savant également versé dans l'art d'écrire et familier avec les expériences de Newton. On l'a vu, sa connaissance des théories de Newton est très étendue, sa maîtrise du latin excellente, sa traduction est œuvre de pédagogue dont l'intention est de faire connaître et comprendre à son public des textes qui lui sont étrangers. Elle nourrit l'ambition d'être l'égale des plus grands savants, elle est consciente de ses dons, elle l'est aussi de ses limites et surtout elle est consciente des obstacles d'un monde scientifique essentiellement masculin. C'est pourquoi, professant l'humilité,
mais aussi le désir de rendre service à ses semblables, elle rejoint les rangs des traducteurs dont elle définit l'intérêt et les limites dans la préface à sa traduction de la fable des abeilles de Mandeville. La mission qu'elle se donne de transmettre d'un pays à un autre les découvertes et les pensées des grands hommes est magistralement remplie. Par la traduction, elle appartient pleinement à la science de son époque, car elle transmet et explique au public éclairé de son pays la pensée de Leibniz et de Newton. Et pour ce faire, elle s'approprie physique et métaphysique, entrant ainsi dans le club très fermé des savants, jusque-là réservé aux hommes. La traduction d'Émilie est ainsi importante, non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi méthodologique, ce que salue d'ailleurs d'Alembert dans l'Encyclopédie. Son titre de gloire est donc bien celui de passeur scientifique, de transmetteur de savoir entre les générations euclidiennes et les générations leibniziennes. Avec Voltaire, elle a vulgarisé la physique et la métaphysique. À eux deux, la marquise et le philosophe vont se faire un des canaux principaux de la diffusion des idées de Newton sur le continent. Voltaire, incontestablement, c'est l'homme de sa vie. Si Émilie a eu de nombreux amants, s'affichant sans souci du qu'en dira-t-on, ne reculant devant aucune extravagance, c'est surtout à sa romance avec Voltaire qu'elle doit sa célébrité pendant longtemps. Elle a vécu avec lui une relation très forte, faite de fusion, d'indépendance, de passion, de complicité. Pendant 15 ans, ils ne se sont guère quittés, partageant tout, les plaisirs et les peines et les mêmes passions intellectuelles. Durant les premières années de leur liaison et de leur vie commune à Cirey, ils s'adonnent à leurs passions et à leurs travaux, s'aimant comme des fous et travaillant comme des forçats. C'est pas la bonne citation, pardon. Émilie et Voltaire se retrouvent en avril 1733, probablement à l'Opéra, et la première lettre connue que Voltaire envoie à la jeune femme date du 6 mai 1733, révélant que le philosophe est séduit par le charme et la personnalité de la marquise. Pas encore éperdument amoureuse, celle-ci continue de le tromper, notamment avec Maupertuis, durant les 2 premières années de leur liaison. Il faut dire qu'elle a un tempérament bouillant que Voltaire peine à satisfaire. 3 mois à peine après leur rencontre, il l'aime à la folie, à proportion de son mérite, ce qui veut dire infiniment, écrit-il. Devenus inséparables, ils fréquentent l'opéra, les cabarets, les théâtres, ils s'aiment tant que rien ne les arrête. Mais l'écrivain a déplu au pouvoir par ses lettres anglaises et peu désireux de se faire embastiller, il cherche à partir d'Ardard de Paris. Émilie donc l'accueille à Cirey-sur-Blaise en Champagne. Son mari militaire est toujours absent, d'une indulgence singulière, il ferme les yeux sur l'adultère. Voltaire est alors âgé de 39 ans, 12 années séparent les 2 amants dont la liaison durera 15 ans. Voltaire est incontestablement l'homme qui l'influencera le plus, l'encourageant à approfondir ses connaissances en mathématiques et en physique, la considérant d'ailleurs supérieure à lui-même en ce domaine. Il l'incite à traduire Newton, manifestant son admiration sans faille pour elle, célébrant son intelligence, ses qualités humaines, parmi lesquelles celle de ne pas être médisante, de ne pas en vouloir à ses détracteurs et surtout à ses détractrices. À Cirey coupé de tout, avec pour compagnons les compas, les livres, les expériences scientifiques, ils vont vivre comme des philosophes très voluptueux, comme dit Voltaire. Travaillant jour et nuit sur des problèmes physiques ou métaphysiques, recevant les grands newtoniens de l'époque, s'aimant de tout l'amour possible, loin des salons et des mondanités. À son arrivée à Cirey, Voltaire trouve un château très délabré où le vent s'engouffre de toutes parts et avec l'accord du marquis du Châtelet, il entreprend de le rendre habitable. Voltaire prête 40 000 francs au marquis à un taux très bas pour payer les travaux de restauration et d'agrandissement. C'est un arrangement qui convient parfaitement au mari d'Émilie, qui dispose ainsi d'une maison à la campagne d'où il peut aller à la chasse. Voltaire aménage un théâtre. Petite salle installée dans les combles avec 5 banquettes qui permettent d'accueillir une quinzaine de spectateurs. Et Voltaire y joue ses propres pièces. Les acteurs sont les invités, mais on manque parfois de spectateurs et l'on fait venir les habitants du village qui se déplacent en rechignant parce que le rythme est infernal et Voltaire fait jouer souvent 2 répétitions et 2 représentations par semaine avec Émilie qui assure les premiers rôles. Madame de Graffigny, invitée à Cirey, écrit qu'elle n'a plus aucun loisir tant elle est accaparée à apprendre ses rôles. « Je suis rendue.
C'est le diable, oui, le diable que la vie que nous menons. On ne respire point ici, oh, quelle galère. Voltaire fait aussi ajouter une longue galerie dont la porte d'entrée reflète par ses sculptures les convictions philosophiques de l'écrivain et son attachement pour les arts et les sciences. Dans cette galerie, on installe microscope, baromètre, télescope, un véritable laboratoire. Une complicité intellectuelle immense unit les deux amants. La marquise se réveille à l'aube, elle lit à Voltaire des textes en anglais ou en latin, elle initie Voltaire aux matières scientifiques, elle l'instruit dans les matières scientifiques et lui l'aide dans la vulgarisation. Le couple ne s'occupe de ses hôtes que le soir. Pendant la journée, ils travaillent, ils s'envoient souvent des billets, ils se retrouvent parfois pour parler de leurs travaux respectifs. Peu de gens comprennent le monde intellectuel dans lequel vit ce couple étrange qui mène une vie studieuse, s'abandonnant à une frénésie de travail. Des philosophes très voluptueux, comme dit Voltaire. Donc, c'est Émilie qui a attiré Voltaire vers la métaphysique. Elle a eu plus d'influence sur lui que lui sur elle. Les manuscrits originaux de Voltaire portent des annotations de la main d'Émilie dans la marge. De même, les manuscrits d'Émilie sont annotés par Voltaire et ainsi ils se critiquent mutuellement afin d'améliorer la qualité de leurs travaux et de leurs publications. Voltaire loue souvent l'intelligence d'Émilie, disant d'elle qu'elle est géniale. Il lui dédicace la majeure partie de ses travaux durant les 15 années que dure leur liaison, marque de reconnaissance pour tout ce qu'elle apporte à ses travaux. Le frontispice de son ouvrage sur la philosophie de Newton est éloquent, représentant Émilie éclairant Voltaire à sa table de la lumière de la vérité émanant de Newton. Après 1740, leurs intérêts divergent, le philosophe délaisse la physique et le charme est rompu. Et surtout, Voltaire est tombé amoureux de sa nièce, Madame Denis. La certitude et l'impossibilité du retour de son goût et de sa passion a amené insensiblement Émilie au sentiment paisible de l'amitié. La rupture est impossible avec cet homme qui est devenu son compagnon de vie, dont l'esprit éblouissant la séduit toujours, qui veille sur elle comme nul autre. Se sentant délaissée par Voltaire, elle finit par s'enticher de Saint-Lambert, un beau militaire, un Lorrain, rencontré en 1748 à la cour de Stanislas. Elle devient la maîtresse de ce jeune poète dont la tiédeur n'a d'égal que la maladresse puisqu'il lui fait un enfant. Voltaire en prend philosophiquement son parti, il reste l'ami d'Émilie, il devient celui de Saint-Lambert avec qui il correspondra jusqu'à sa mort en 1778. Émilie meurt donc le 10 septembre 1749 à Lunéville. Elle décède d'une fièvre de lait 5 jours après avoir accouché d'une petite fille. Sur son lit de mort, elle est entourée de Voltaire, de Saint-Lambert, de son mari. J'ai perdu la moitié de moi-même, un ami de 25 ans que j'avais vu naître, écrit Voltaire, effondré. Pourquoi j'aime Émilie ? J'ai fait sa connaissance en 2012, à l'occasion d'un projet ANR sur la sociabilité en France et en Grande-Bretagne au siècle des Lumières à l'université de Brest. Cette femme exceptionnelle, entière, passionnée, je l'ai découverte grâce à son discours sur le bonheur. Opuscule écrit après la fin houleuse de sa relation avec Voltaire, probablement vers 1746, et publié de façon posthume en 1779, où elle continue de se moquer des dictates. Ce texte, qui n'a pas été écrit pour être publié, est plus proche de la confidence ou de la confession que du traité philosophique, et il trace le bilan de ses ambitions, de ses espérances, de ses amours avec Voltaire, avec des accents déchirants, bouleversants, de sincérité et d'authenticité. C'est un être humain que l'on rencontre dans ces pages, un être humain avec ses doutes, ses espoirs, ses frustrations, ses peines. Ensuite, j'ai pu apprécier ses qualités de traductrice, de passeur scientifique, en travaillant sur les traductions de Newton au XVIIIe. Et je suis tombée sous son charme, comme tant d'autres avant moi. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'admire son intelligence. Sa science des mathématiques et de la physique ont toujours été un casse-tête pour moi. Émilie, c'est une vraie femme de science dans la Société des Lumières. C'est une scientifique née. Une savante, incontestablement, comme le reconnaît Voltaire. L'ambitieuse Émilie rêve d'être l'égale des plus grands savants, elle connaît ses dons, elle connaît sa valeur, mais lucide, elle sait reconnaître l'hostilité d'un monde scientifique masculin et tout le poids du préjugé qui exclut les femmes des sciences. Donc,
Elle se fait traductrice par humilité, par nécessité et surtout par volonté de rendre service. Partager les connaissances avec un public élargi, c'est l'aspiration de l'époque. Par la traduction, elle s'approprie les théories de Newton et elle appartient pleinement à la science de son époque. Avec elle, la traduction opère la transformation de la science en un savoir mondain et là encore, elle fait montre d'une modernité, d'une actualité étonnante parce que éveiller l'intérêt, faire s'émerveiller l'auditoire non spécialiste pour qu'il aille vers la science, ce sont les buts de la pratique et de l'enseignement de la science hier comme aujourd'hui. Pour écrire et ou pour traduire la science, il faut indéniablement connaître et la science et la langue. Car le vrai talent d'un passeur consiste dans son habileté à compter, à raconter la science, à rendre compte de l'éblouissement, de la révélation, du cheminement, de la réflexion, du progrès des expériences de l'homme sur le monde qui l'entoure. On peut constater, en admirant le choix de gravure, son choix de gravure pour ces institutions de physique, à quel point la transmission lui est chère. Ce travail de vulgarisation, de diffusion de la culture scientifique figure aussi au nombre des missions de l'enseignant-chercheur, au même titre que l'élaboration et la transmission des savoirs. Et j'avoue que c'est l'un des aspects de ma fonction qui me réjouit probablement le plus. Un autre trait du caractère d'Émilie que j'admire, c'est son non-conformisme, son audace, son courage aussi parce que il en fallait dans une société patriarcale qui interdisait aux femmes la plupart des gloires accordées aux hommes. Révolutionnaire dans son attitude et dans sa pensée, la marquise se veut libre, et comme les hommes des Lumières, elle s'autorise à réfléchir par elle-même, y compris contre Voltaire. C'est une femme brillante, parfois contradictoire, qui a su affirmer son originalité et son ambition, qui a décidé autant que possible de vivre sa vie sans s'en laisser imposer par quiconque selon ses désirs. Pionnière du féminisme, elle revendique son identité de femme et de scientifique, le droit d'exister par elle-même, comme le montre ce passage d'une lettre qu'elle a envoyée à Frédéric II. « Jugez-moi sur mes propres mérites. Je suis par moi-même une personne complète et je confesse n'être inférieure à personne. » Et pourtant, les féministes répugnent souvent à utiliser son exemple, probablement parce qu'Émilie était trop libertine, trop libérée, peut-être trop féminine, et elle lui reproche très probablement son manque d'implication dans la cause des femmes. Elle, qui a bénéficié d'une éducation étonnamment poussée pour une fille, n'a finalement rien fait pour avancer l'instruction des femmes. L'anecdote sur le café Grado est bien révélatrice parce que, se voyant refuser l'entrée pour assister au débat scientifique au prétexte qu'elle est femme, au lieu d'élever une protestation, de faire signer une pétition, une motion, que sais-je, elle revêt des habits masculins et elle entre en homme. À ses yeux, c'est là un problème pratique à résoudre, ça n'est pas une injustice de la société qu'il faut redresser. Mais il faut la replacer dans son époque et souligner l'originalité, la modernité de sa personnalité. C'est une intellectuelle hors pair, la première femme authentiquement savante de l'époque moderne, la femme des Lumières par excellence, la lointaine aïeule des filles d'aujourd'hui assoiffées d'ambition et d'autonomie. Si ce comportement lui a attiré les colibés, les railleries fielleuses de ses contemporains, il nous la rend proche et admirable. Extrême, exclusive, passionnée en tout, travail, amour, plaisir, Émilie a vécu dans l'excès, ignorant la juste mesure jusqu'à la fin même de sa courte existence, brûlant la vie de toutes les manières. Elle est morte prématurément en couche, destin tragique certes, mais sans doute infiniment plus foisonnant, riche, excitant, stimulant que l'existence routinière et mélancolique de nombre de ses contemporaines qui ont vécu plus longtemps qu'elle, comme Madame du Deffand qui est morte à 83 ans, rongée par l'ennui. Femme entière et passionnée, Émilie a connu un destin exceptionnel pour une femme du XVIIIe, maillon clé de la diffusion de la pensée de Newton en France. Elle a aussi vécu avec Voltaire la plus folle romance des Lumières. Relation très forte, fusionnelle mais libre, de passion, de complicité. Rares sont ceux qui surent à l'époque mesurer les talents exceptionnels de cette femme. Mais parmi eux figurent, excusez du peu, Voltaire, Maupertuis, Clairaut, d'Alembert, Diderot, autrement dit l'élite de ses contemporains. Et ce que j'aime finalement plus que tout chez Émilie, c'est que c'est un être humain,
avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Une vraie personne, faite de chair et de sang. Pas seulement un savant tourmenté comme ce malheureux Isaac qu'elle a contribué à faire connaître en France. Sa vie aventureuse a inspiré à une universitaire américaine, Laurel Corona, un roman, Finding Emily, publié en 2012, qui met en scène le personnage fictif de Lily, la bâtarde qu'Emily met au monde en 1749, qui chercherait à en savoir plus sur sa défunte mère. Et dans son blog Historical Tapestry, Corona imagine ce qu'aurait été la vie d'Emily au XXIe siècle. Directrice de labo, membre de toutes les académies des sciences réputées, s'envolant pour un colloque de physiciens à Las Vegas et y passant la nuit à la table de jeu. Et elle regrette « Emily, I'm sorry you lived too soon ». Mais comme les diamants, Emily est devenue éternelle. T'as vu la petite animation en bas? Merci pour cette sublime conférence, communication. On est subjugué. Auriez-vous quelques questions à poser? Je pense qu'il va marcher. Voilà. Alors, moi, je me suis demandé, en fait, cette femme si complète, si bien formée, façonnée, dont la pensée est extrêmement sophistiquée, elle a bénéficié d'un milieu qui était certes facilitateur, mais quelle a été sa formation foncière? Comment est-ce qu'elle s'est élevée jusqu'à ce niveau? Elle a d'abord eu une éducation, au lieu d'être élevée au couvent comme l'auraient été les filles à l'époque, c'est-à-dire qu'elle aurait appris à broder, à danser, à jouer vaguement un petit peu du clavecin, à baragouiner quelques phrases pas en français, puisque bon, c'est pour les Anglaises, on leur faisait parler un peu français, les Françaises, on leur faisait peut-être parler un peu italien, mais c'est tout. Comme elle n'est pas allée au couvent, elle est restée chez elle, et du coup, elle a été élevée dans la nurserie, peut-être pas, mais enfin avec ses deux frères, et du coup, elle a eu l'éducation des garçons de l'époque. C'est ça, en fait, qui a été en plus, elle était dotée, elle avait un esprit très vif. Elle apprenait rapidement, elle avait des dons naturels, et son père était un homme intelligent qui a remarqué tout de suite ses dons et qui s'est dit qu'il fallait les encourager. Je crois que c'est ça. Et du coup, comme elle avait un père exceptionnel, sa mère n'a pas mis trop de bâtons dans les roues du père, donc dans les roues du père, je m'exprime mal, mais la mère n'a pas poussé pour que la fille aille au couvent, donc finalement c'est ça qui a fait qu'elle a pu bénéficier de la même éducation que ses frères. Ses frères n'ont pas été ont eu cette éducation-là, mais n'ont pas poussé plus loin parce que d'abord, ça n'était pas le rôle d'un homme à l'époque. Il fallait qu'il ait une situation soit dans l'armée, enfin c'était des fils de famille, donc on leur achetait un brevet ou des choses comme ça, donc ça les a pas intéressés plus outre mesure. Et puis elle a pris des leçons aussi, on lui a donné, quand on a vu qu'elle était si intéressée et si bonne en mathématiques, on lui a fait donner des leçons par le meilleur à l'époque, Maupertuis. Et ce qui est quand même d'ailleurs extraordinaire, c'est qu'elle a pris des leçons de mathématiques avec Maupertuis qui était newtonien, mais elle a appris la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie cartésienne. Donc elle avait les deux choses, parce qu'il faut bien voir que Descartes et Newton, c'est complètement opposé. Descartes, c'est les idées innées, alors que Newton, c'est d'ailleurs ça qui fait que, c'est toujours ce que j'explique à mes étudiants, c'est ce qui fait que, par exemple, le roman a pu voir le jour au XVIIIe siècle grâce aux travaux de Newton, grâce aussi aux travaux de Locke, qui montrent que l'esprit de l'homme est une table rase, tabula rasa, et que tout vient de l'expérience des sens. C'est parce que l'on
l'on voit, l'on entend, l'on sent, l'on voit les choses, que l'on se forge des idées. Donc c'est l'individu qui devient important. Il n'a plus des idées toutes faites mises par Dieu dans sa tête ou pas mises. C'est lui de lui-même, c'est sa propre liberté, c'est de son propre, de sa propre initiative, par ses propres expériences, qu'il et par l'induction, par les phénomènes, qu'il se forme des idées. Et du coup, l'individu devient très important. C'est pour ça que on a pu créer ce genre littéraire nouveau, novel en anglais, donc c'est nouveau, le roman, qui met en scène un personnage ordinaire, banal, pas un héros extraordinaire, mais quelqu'un qui va pouvoir faire des expériences. Donc, elle a eu les deux. Elle a été formée à la fois dans la métaphysique cartésienne et dans la physique newtonienne. Donc, elle a bien pu maîtriser tous les enjeux du débat de l'époque. Et elle s'est dirigée vers Newton parce que c'est une femme intelligente. Oui. Ouais, allez, allons-y. Ouais. Elle a beaucoup écrit, surtout avec les newtoniens de l'époque, par exemple le père Jacquet ou Algarotti, et donc avec Maupertuis aussi, bien sûr. Donc c'est plutôt bon. Et puis il y a une publication intéressante. Bon, j'ai mis le nez là-dedans parce que bien sûr toute la partie un peu romancée, romanesque de sa vie m'intéressait aussi. Il y a aussi toutes les lettres d'amour qu'elle a pu écrire, notamment les lettres d'amour à Saint-Lambert. Et là, ça montre bien à quel point elle était, la démesure et la passion avec laquelle elle pouvait se faire remarquer. Oui, elle a écrit. À l'époque, les gens, je ne sais pas où ils trouvaient d'ailleurs le temps d'écrire. Je travaille sur Walpole en ce moment. La correspondance de Walpole occupe 48 volumes énormes dans la Yale Edition. Surtout qu'en plus, il faut savoir qu'à l'époque, les gens, quand ils écrivaient, comme il n'y avait pas de photocopieuse ni rien, souvent ils recopiaient aussi la lettre qu'ils envoyaient pour la garder. Donc vous imaginez le temps que ça leur prenait, surtout qu'ils écrivaient à la lumière d'une bougie. Ils devaient avoir les yeux dans un état pas possible d'ailleurs. Le marquis de Sade d'ailleurs, dont je parlais, je sais plus, c'était l'année dernière, il avait les yeux, il a écrit le rouleau là du manuscrit des 120 journées d'une écriture toute petite. Quand on sait qu'il avait très mal aux yeux, on se dit que c'était vraiment il fallait du mérite pour le faire. Ils écrivaient à la lumière de la bougie avec des plumes trempées dans un encrier. C'était quand même, évidemment, c'était un passe-temps de nobles qui n'avaient rien d'autre à faire. Mais elle faisait des expériences scientifiques. Elle traduisait Newton, ça lui a pris 5 ans. Et en plus, elle écrivait toutes ses lettres. Oui, elle dormait 3 heures par nuit, d'ailleurs, comme le remarque sa cousine. Oui, c'était une épistolière, bien sûr. Une autre question? Non? On s'arrête là? La réaction de Voltaire, regarde. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être On venu. trouve tout sur Internet. Et merci à Elisabeth. Merci à vous, merci à vous, merci à vous.